Nous avons voulu profiter de la présence à Paris de Fadwa Barouti, l'avocate, et qui est l'épouse de Marwan Barouti, et de Majed Bamia, qui est bien connu à Paris, où il a fait ses études notamment, et qui travaille maintenant au ministère des Affaires étrangères palestinien, où il anime la campagne sur la question des prisonniers. Alors, la règle du jeu, comme d'habitude, c'est qu'on va leur donner la parole. Sur 3 questions, peut-être. La première, comment voit-il les négociations qui se sont engagées avec les autorités israéliennes sous l'égide extrêmement active des États-Unis. Est-ce que vous arrivez à prendre ces négociations au sérieux? Ce qui n'est pas vraiment le cas ici à Paris. Deuxièmement, parmi les questions posées dans ces négociations, il y a la question des prisonniers. Je crois que c'est important d'en parler. Et puis, si vous voulez bien profiter qu'on n'est pas très nombreux, ce qui est normal, puisqu'on a organisé très vite cette séance, est-ce que vous pourriez nous parler aussi un peu de l'état de l'autorité palestinienne, des problèmes qui sont les siens? J'ai cru comprendre qu'il y avait un nouveau gouvernement qui allait prendre ses fonctions, avec le même Premier ministre qui avait démissionné et qui a repris le service à la demande du président Abbas. Voilà, donc ça fait pas mal de choses. On a tous ensemble jusqu'à 2 heures, donc 1h15, en laissant du temps pour nos amis pour pouvoir vous poser des questions. Donc commençons peut-être par le 4 guillemets processus de paix. Je vais traduire en... D'accord. Je voudrais vous remercier pour avoir organisé cette rencontre dans ces délais et remercier l'IRMO pour nous accueillir. Nous sommes toujours très heureux de rencontrer ce que nous considérons comme une forme d'élite d'engagement et intellectuelle pour essayer de vous passer nos messages. Nous sommes au 20e anniversaire de l'accord des accords d'Oslo. Joyeux anniversaire. Et il est clair qu'Israël voulait que ces accords durent le plus longtemps possible, le temps de pouvoir agrandir et élargir leur colonisation de la terre. Et de fait, la colonisation s'est intensifiée à un rythme beaucoup plus rapide après les accords d'Oslo qu'avant les accords d'Oslo depuis 1967. Il y avait 2 opinions autour des accords de paix. L'opinion palestinienne, le point de vue, l'approche palestinienne, qui était que nous étions en train de conclure des accords de paix dont l'objectif était de mettre fin à la colonisation et à l'occupation israélienne et établir notre État palestinien sur les frontières de 1967 et de pouvoir coexister en paix avec les nouveaux voisins israéliens. L'approche israélienne était différente. C'était de gérer l'occupation. Et cela était très clair à la fin de la période intérimaire des 5 ans, sans qu'il y ait de résultats tangibles vers la fin de l'occupation israélienne. Et le peuple palestinien
du coup commencé à perdre espoir dans ce processus de paix et s'est soulevé de nouveau dans sa deuxième intifada. Et au bout de 20 ans, nous les Palestiniens, nous avons la conviction que nous avons le droit à la liberté et à l'indépendance. Et si ces droits devaient venir par la négociation, tant mieux. Mais nous regardons notre propre expérience et les expériences d'autres peuples opprimés à travers l'histoire. Tous ces peuples ont lutté pour leur liberté. Et nous devons poursuivre la lutte pour notre libération. Nous sommes face à une impasse politique importante. Et je pense que les Israéliens sont aussi face à une impasse. Mais les Israéliens ne semblent pas s'en préoccuper. Israël semble pas se préoccuper de cette impasse. Et je me demande s'ils se rendent compte du danger qui pèse sur les générations à venir. في السنوات الأخيرة كان في رأي فلسطيني ضاغط من الشعب الفلسطيني على Il القيادة. y avait un point de vue palestinien très pressant sur le leadership palestinien ces dernières années. Que nous ne voulons pas des négociations qui ne servent à rien, qui tournent en rond, qui ne vont pas amener de résultats. في التسع سنوات الأخيرة الرئيس أبو مازن هو رئيس الشعب الفلسطيني اللي أخذ قرار بأنه بالمفاوضات لوحدها سنأتي qui a décidé de choisir la négociation comme la voie stratégique vers la libération de la Palestine. Et on sait que ce n'est pas un point de vue partagé au niveau populaire, mais en dépit de cela, le peuple a voté pour Mahmoud Abbas et lui a donné mandat pour poursuivre ces négociations. Salam Fayyad a été nommé Premier ministre en 2007. Et Israël a bénéficié de conditions sans précédent avec la présence du président Mahmoud Abbas et du Premier ministre Salam Fayyad. Le président étant prêt à la paix et ayant tout fait pour faire réussir la paix. Mais Israël a tout fait pour ne pas bénéficier de cette opportunité et ne pas faire la paix avec ces deux dirigeants. إسرائيل دائما اللي بيحظى على موافقة الشعب واحترام الشعب وبيحظى على موافقة المجتمع الدولي على برنامجه بتحاول تعزله. Des leaders qui ont le soutien populaire et qui ont le soutien international, Israël veille à l'isoler, à l'affaiblir. وهذا ما حصل في استشهاد الرئيس أبو عمار. C'est ce qu'elle a fait avec Yasser Arafat. واعتبرته غير شريك. Elle a considéré qu'il n'y avait pas de partenaire pour la paix à l'époque. وحصل في اختطاف مروان البرغوثي. C'est ce qui s'est passé avec le kidnapping de Marwan Barghouti. اللي هو ببرنامجه إلى هذه اللحظة يحظى بشعبية عالية من الفلسطينيين. Qui incarne une ligne politique et qui est extrêmement populaire au sein de la rue palestinienne. بعده 11 سنة ونص على الشارع الفلسطيني. Il est absent depuis عدم قدرة plus de التواصل 11 ans. معهم. Et qui n'a pas les moyens de communiquer et d'être en interaction avec le peuple palestinien. Alors même qu'il ne peut pas vraiment expliquer ses positions. Alors qu'il ne peut rien promettre, comme le font les politiques, ni construire des écoles, ni faire des routes. Mais la rue palestinienne a continué à respecter ce leader. Et dans le sondage, il est toujours en tête. لأن الشعب الفلسطيني مقتنع بالبرنامج السياسي الذي حمله مروان بارغوثي. Je crois que c'est en raison de l'accord qui existe entre la rue palestinienne et le programme politique qu'incarne Marwan Barghouti. التي تضحي من أجل الشعب الفلسطيني. Et je crois aussi que c'est en respect au sacrifice qu'il a lui-même auquel il a consenti. وكان مروان رؤيته واضحة دافع عن السلام بقوة وذهب إلى المخيمات للدفاع عن السلام. Il est allé dans les camps de réfugiés palestiniens défendre les accords d'Oslo. المدن وعلى القرى وكل مكان. Il est allé dans les villages, dans les villes. وعبر عن إرادة الشعب الفلسطيني لما انتفض وأراد أن يعترض على أن المفاوضات لن تأتي لنا بشيء. Avec la même force, la volonté du peuple palestinien de se rebeller contre
Israël, au moment où elle n'a pas respecté ces accords, il ne leur a pas permis à aboutir à la fin de l'occupation. Donc Israël l'a kidnappé et l'a condamné à plusieurs perpétuités, 5 perpétuités et 40 ans de prison. Parce qu'elle ne veut pas d'un leadership réaliste qui pourrait avoir le soutien international pour ses propos. La radicalisation de la rue palestinienne pour dire qu'il n'y a pas de possibilité d'accord. Voilà en ce qui concerne les négociations, en ce qui concerne les prisonniers palestiniens maintenant. C'est une grande question politique. Parce que nous parlons de 750 000 Palestiniens passés par les geôles israéliennes. C'est-à-dire que chaque famille a été affectée par la détention d'un de ses membres. Parfois, plusieurs membres de la même famille se retrouvaient à l'intérieur des prisons israéliennes. وكذلك من سنة 67 لليوم والحركة الأسيرة تحاول كل إمكانياتها أن تواجه هذا العزل الدائم من قبل الاحتلال لهم في السجون. Et depuis 67, le mouvement des prisonniers à l'intérieur des prisons a visé à ne pas permettre cet isolement qui aurait été fait au sein des prisons. Ils en ont fait une académie nationale, une institution pour apprendre l'amour de la patrie, la culture, l'éducation, pour s'entraîner. Et profiter du fait que des générations se relayent au sein des prisons. Je pense qu'il y a eu une erreur monumentale pendant les accords d'Oslo, qui est de ne pas avoir exigé la libération de l'ensemble des prisonniers palestiniens qui étaient à l'époque dans les prisons, qui étaient au nombre de 12 000 à l'époque. Je pense que dans d'autres cas historiques, cela a été une condition de libérer l'ensemble des prisonniers avant la conclusion de l'accord de paix. Dans notre cas, ça fait 20 ans que nous plaidons et que nous œuvrons pour la libération des prisonniers, y compris ceux que les accords avaient oubliés à l'intérieur des prisons et qui aujourd'hui ont passé plus de 20 ans dans les prisons israéliennes. Ça a coûté 20 ans de la vie de certains de nos concitoyens. Et donc, il est facile de comprendre pourquoi les prisonniers peuvent se demander à quoi sert un accord de paix qui ne permet pas leur libération. L'échange, par exemple, avec Shalit, l'échange de prisonniers a permis la libération de plus de 1000 prisonniers palestiniens. Alors que le négociateur palestinien, lui, n'a été capable que d'avoir une promesse, un engagement israélien sur 104 prisonniers détenus avant les accords d'Oslo, plus de 20 ans, sur 4 phases et avec des conditions israéliennes sur leur libération. Et on n'est même pas certain qu'on ira au bout de ces phases de libération. Nous ne sommes pas en train de parler d'individus normaux. Dans certains cas, nous parlons de leaders de premier plan qui ont une vision politique, qui a réussi à l'intérieur même des prisons d'élaborer le document des prisonniers pour la réconciliation nationale. Et c'est Marwan qui l'a rédigé à la main, ce document des prisonniers. Et tous les leaders des différentes factions ont signé ce document des prisonniers à l'intérieur des prisons. Et c'est la première fois dans l'histoire politique palestinienne que l'ensemble des factions se retrouvent autour du même programme politique. Et qu'ils réussissent à l'imposer à l'extérieur des prisons, et cela a été possible en raison de l'autorité morale des prisonniers. Considérés comme des leaders incorruptibles, loin des intérêts personnels, qui ne s'intéressent qu'à l'intérêt national.
اللي احنا فيها الآن يتم الحديث عن إفراج الأسرى خلال المفاوضات. De libération de prisonniers pendant que les négociations sont en cours. سمعت من الرئيس أبو مازن، سمعت من الدكتور صائب J'ai entendu du président Abou Mazen, سمعت من القيادات الفلسطينية أنهم لا يعولوا أن هناك نتيجة لهذه المفاوضات. Qu'ils ont des doutes sur le fait que ces négociations pourront aboutir à quelque chose de concret. ولكنهم سيعطوا قد تكون الفرصة الأخيرة للشعب وبعطيهم إياها أنهم يروحوا على المفاوضات. Aux négociations, peut-être cette dernière chance aux négociations. الآن نحن نتحدث عن 13 عضو برلمان موجود في داخل Aujourd'hui, il y a 13 parlementaires palestiniens encore en détention. وأول عضو برلمان كان مروان برغوثي قبل 11 سنة ونص يمكن التقيت مع بعضكم ضمن حملتنا وقلت j'étais venu en France à l'époque dans le cadre de notre campagne pour sa libération. أنها سابقة خطيرة. J'ai dit que c'était un précédent extrêmement dangereux, préoccupant. Qu'un représentant élu du peuple palestinien puisse être arrêté, qu'il soit mis en prison, qu'il soit jugé comme des criminels. وطبعا لانه لم تؤخذ على محمل الجد من قبل العالم كله وصل عدد المعتقلين من النواب حوالي 50 عضو برلمان في السجن مره واحده. هذا يعني انه تدخل في الشؤون الفلسطينيه السياسيه الداخليه عندما تحتجز ثلث البرلمان الفلسطيني. يمكن الآن إحنا في حملة قدومنا إلى فرنسا ضمن حملة شملت العالم كله. Et nous avons essayé de couvrir le monde entier. كثير سعيدين إنه صار تطور في رؤية العالم لقضية الأسرى والمعتقلين. Je crois que le regard du monde a énormément évolué sur les prisonniers palestiniens. قبل 11 سنة ونص كان الموضوع صعب وكانوا الرواية الإسرائيلية هي الرواية الدارجة في العالم. La narration israélienne était prédominante. وكانت إسرائيل تريد أن تبقى قضية الأسرى والمعتقلين فلسطينية إسرائيلية فقط. Israël voulait garder la question des prisonniers dans le cadre bilatéral uniquement. إحنا في 11 سنة ونص الماضية dans les 11 dernières années نجحنا في إنه نجعلها قضية دولية à en faire une question internationale. وجعلنا منها قضية تصنع مناخ للسلام يعني قضية الأسرى un environnement favorable à la paix. لأنه الشعب الفلسطيني مش ممكن يتقبل أن يتحدث عن عملية السلام والأسرى في داخل السجون. ونقول دائما أنه حق الأسرى والمعتقلين الإفراج ويعيشوا بحرية ولكن إلى حين تحقيق حريتهم حقوق الإنسان الفلسطيني وكرامتهم بداخل السجون. لماذا يمنع الأهالي من الزيارة؟ لماذا يتم اشتراط أن يكون قرابة من الدرجة الأولى فقط اللي يقدر يشوفه؟ لا يستطيع الجد أن يرى حفيده أو لا يستطيع أن يرى أقاربه. هناك انتهاكات كثيرة لحقوق الإنسان. نحن مهمتنا وواجبنا أن نذكر كل من يعمل من أجل حقوق الإنسان إنه لا يمكن أن تقف الحرية على أبواب فلسطين. تدعم الحرية في كل أنحاء العالم وتقف على أبواب فلسطين. والديمقراطية تقف على أبواب فلسطين وينتهك النواب يعتقلوا. وحقوق الإنسان تقف على أبواب فلسطين. هذا ما في عدل. أملنا بالعمل مع كل الأحرار في العالم. Notre espérance est de pouvoir travailler avec tous ceux qui veulent la liberté إنه يتم احترام للإنسان الفلسطيني. Pour qu'il y ait le respect de l'humain en Palestine. ومش ممكن إنه شاليط عرفوا كل بيت فلسطيني ولكن ما يعرفش كريم يونس اللي صار له 31 سنة في داخل السجون الإسرائيلي. internationalement connu de chacun de vous, alors que Karim Younes a passé désormais va être à sa 32e année de détention dans les geôles israéliennes. Son nom n'est connu nulle part. بخصوص الحكومة مش احنا في موضوع الأسرى لا معناش اهتمامات في موضوع الحكومة تشكل من تشكل وفي نهاية المطاف نريد برنامج حكومة. Ce qui nous intéresse, c'est le programme de ce gouvernement, pas les membres de la composition de ce gouvernement, qui puissent soutenir la résistance des Palestiniens et la dignité des Palestiniens. Merci. Merci beaucoup. On va peut-être vous donner la parole pour les questions qui vous ont été suggérées par l'intervention de Fadwa Barghouti. Voilà.
vous avez dit que, qu'en fait, dans les accords d'Oslo, finalement, si la communauté internationale n'avait pas été à la hauteur, on n'avait pas exigé la libération des prisonniers. Alors moi, j'aimerais savoir pourquoi. Est-ce que c'était un problème de rapport de force? Peut-être tout simplement que vous n'avez pas pu le faire. Ça n'a pas été possible. للأسف ما حصل في موضوع الأسرى في إنه الجانب الفلسطيني اعتمد على حسن النوايا الإسرائيلية. وعندما ذكر موضوع الأسرى قيل لهم بأنه إذا عقدنا اتفاقية سلام تحصيل حاصل سيكون الأسرى. S'il y avait un accord de paix définitif au bout des 5 ans intérimaires d'Oslo, bien sûr que cela inclurait la libération de l'ensemble des prisonniers. Mais la bonne foi, on peut difficilement compter dessus. Et elle a coûté 20 ans de la vie de certains de nos concitoyens. Parole pas respectée, alors on peut dire ça comme ça. C'est naïf. Est-ce que vous croyez vraiment qu'Israël souhaite la paix, et accepterait la création d'un État palestinien? Création réelle, pardon. نعم أول شيء إسرائيل يعني تعودت بمنهج عملها بأنها تفرض الحلول على الأرض. Israël s'est habitué à imposer des solutions sur le terrain. تشتغل على الأرض تهويد وبناء مستوطنات وجدران وكل ما من شأنه أن يعطل أن تكون هناك دولة فلسطينية. Tout ce qu'elle a fait pour rendre difficile la création d'un État palestinien, créer des obstacles à la création d'un État palestinien. وهذا ما تم من أوسلو حتى اليوم. Et cela nous l'observons depuis Oslo jusqu'à aujourd'hui de manière discontinue. كنا نتحدث إحنا عن أرض يعني مش ممتلئة بالاستيطان. On parlait d'une terre qui était encore. الآن أرض الواقع تقول. Où il y avait pas mal d'espace sans colonie. إنه ما في دولة لها حدود قابلة للحياة بوجود المستوطنات. Aujourd'hui, il est clair qu'on ne peut pas avoir un véritable État en présence des colonies. وإسرائيل فرضت الحلول على الأرض وجاءت إلى وستأتي إلى الطاولة لتناقش بما هو موجود على الأرض. Pour nous dire voilà la réalité du terrain, elle s'impose à vous et à nous. وهذا مش احنا لحالنا كفلسطينيين اللي ملاحظينه انه كل سياسه العالم اللي تراقب الوضع الفلسطيني ولها علاقه بعمليه السلام الفلسطينيه الاسرائيليه مدركه هذا الشيء connaît très bien cette réalité. وإن كانت البعض لا يريد أن يقولوا علنا ولكن même si certains ne veulent pas le dire publiquement. في كل جلساتنا نسمعها من الدوليين بهذا الاتجاه. Dans toutes nos rencontres avec la communauté internationale à tous les niveaux. من يريد أن يصنع سلام qui veut faire la paix عليه أن يهدم الجدران devrait déconstruire, détruire les murs. وعليه أن يفكك الاستيطان. devrait démanteler les colonies. وعليه أن يبحث عن دولة لجيران أجيالهم القادمة تعيش مع بعضها البعض وتصنع سلام مع بعضها البعض. érigé afin que nous puissions vivre en paix et en sécurité les générations futures de Palestiniens et Israéliens. Mais ceux qui font ces politiques que nous sommes en train d'observer et de vivre à Jérusalem intérieure, c'est qu'il ne veut pas la conclusion de la paix. Et que le peuple palestinien soit tellement soumis à une telle pression. Et ne pensez pas que la patience et l'attente du peuple palestinien est éternelle et infinie. Elle aura une limite. Et la question des prisonniers est une des questions qui pourrait faire exploser la situation palestinienne. Jean-Paul ? Oui, s'il n'y a pas d'autres, je ne vais pas prendre la parole. Moi, j'aurais deux questions, l'une plutôt courageuse peut-être, puis l'autre pour nous. La première question, c'était sur le gouvernement d'union nationale. Ça fait maintenant plus de 2 ans. Il y a eu un accord en début 2011 qui prévoyait qu'il y avait une union entre le Fatah et puis le Hamas pour faire un gouvernement qui permettrait ensuite de relancer un processus politique interne. Alors la question, c'est où en sommes-nous ? Et ma deuxième question, plus compliquée, c'est vous avez rappelé que Marwan Barghouti était très largement en tête de tous les sondages dans l'hypothèse où il y aurait une présidentielle. Et j'ai toujours, pardonnez-moi du terme, mais
rêver que Marwan Barghouti soit candidat à une présidentielle, alors même qu'il est en prison. Et je trouvais que le fait que Marwan Barghouti élu en prison avait une très forte valeur symbolique et politique. J'imaginais François Hollande devant aller dans les prisons israéliennes pour rencontrer le président palestinien. Et donc ma question, c'est qu'est-ce qui fait que, à l'intérieur du Fatah, parce que c'est là que ça se joue, ils ne sont pas fichus de procéder à la désignation de ce candidat, ce qui serait une manière de changer les lignes politiques, et les Palestiniens en ont bien besoin. يعني في البداية نحن سعيدين كشعب فلسطيني إنه شعبنا شعب وفي. Le peuple palestinien, et je m'en réjouis, est loyal. وانه على مدى 11 سنه من البعد والعزل الانفرادي والعزل الجماعي. Je lui dis, ça fait 11 ans qu'il est loin. وكل ما يقرر يطلع صوته بيكون جهز نفسه لسلسله من العقوبات. Il a été mis pendant 3 ou 4 ans en isolement solitaire. إلا إنه الشعب الفلسطيني. Et depuis, il est en isolement collectif dans la prison. إلا إنه الشعب الفلسطيني ما زال يلتف حوله وما زال يقدره ويحترمه بهذا الشكل المفاجئ اللي لم يتم في عهد من 67 اليوم لأي أسير وجد في داخل السجن. Depuis 67 qu'un prisonnier أن بقي بين أبناء شعبه رغم البعد الطويل هذا. فهذا طبعا مصدر فخر واعتزاز لنا ولشعبنا الفلسطيني ولكل المواطنين انه يكون هذا الشعب وفي. الموضوع الاخر انه مروان طول وقت وجوده في داخل السجن وهو يعمل من اجل وحده الشعب الفلسطيني. شارك وهو في العزل الانفرادي وصعق الاسرائيليين من هذا المشاركه وقرار وقف اطلاق النار في 2003 وكان في العزل الانفرادي. وكذلك في 2004. En 2003 et en 2004. وكان هناك ردود فعل إسرائيلية إنه يعني عزلنا وأبعدنا عن العالم في زنزانة انفرادية. كيف به يستطيع أن يصنع مع قادة الفصائل الأخرى وقف إطلاق نار؟ والهدف منها إعطاء فرصة للشعب الفلسطيني ليجتمع يفكر أكثر يخطط أكثر كيف سيكمل رحلة نضاله. في كذلك في 2005 كان وثيقة الأسرى الوفاق الوطني اللي دفع ثمنه. En 2006, il a rédigé le document des prisonniers. إنه كان ابننا البكر القسام كان مسجون وسمح له بعد 3 سنين ونص أن يجتمع مع والده لمدة شهرين. Comme à chaque fois qu'il s'exprime, c'est que notre fils qui a été dès 2003 mis en prison. وبعد وثيقة الأسرى أبعدوا ابنه عنه ونقلوه إلى سجن آخر عقاب له. 4 ans en prison. Au bout de 3 ans et demi, enfin, les autorités israéliennes ont accepté qu'il soit mis dans la même cellule que son père pour pouvoir le rejoindre. Après que le document des prisonniers ait été annoncé au public, le fils a été enlevé de la cellule de son père comme acte de punition de Marwan. ولكن ولا مرة لحد هذه اللحظة فقد الأمل وما زال إلى هذه اللحظة يحتفظ بأمور قد يفاجئ الجميع فيها مستقبلا بفرض الوحدة الوطنية على الفصائل الفلسطينية ومدرك أن الشعب الفلسطيني كله مع الوحدة الوطنية وأنه القيادات الفلسطينية عليها أن تمتثل لإرادة الشعب الفلسطيني في الحرية وهو يعني يعطي الفرصة تلو الفرصة والنصيحة تلو النصيحة donner un conseil après l'autre pour que l'unité se réalise. Et il fait porter le chapeau de la division aux leaders palestiniens. وهذا ما يشغل الحرية وحدة الشعب الفلسطيني بعد وحدة الشعب الفلسطيني عندما تتحدد الانتخابات سيقرر هو القرار المناسب et que les élections sont annoncées sur la base de cette unité faite. Il annoncera sa décision quant aux échéances électorales. J'aurais voulu savoir dans quelles conditions est détenu Marwan Barghouti, quel est son mode de vie là-bas tous les jours, comment il arrive à tenir.
يعني تعلمون انه في 2002 في ابريل 2002 تم اختطافه. Il a été kidnappé de Ramallah en avril 2002. من رام الله وتعرض للتعذيب لمدة 100 يوم من التحقيق. Il a subi 100 jours d'interrogatoire, y compris des traitements inhumains et dégradants, dont potentiellement certains pourraient être appelés tortures. وكانوا يهدفوا من خلال هذا التحقيق أولاً لإدانة ياسر عرفات. Et l'objectif réel était d'obtenir la condamnation de Yasser Arafat et le leadership palestinien. ولكن تعلمون أيضاً إنه هو على مدى 100 يوم لم يتعامل مع Pendant 100 jours d'interrogatoire, il a refusé de répondre aux questions des interrogateurs. يدافع عن الشعب الفلسطيني سياسياً في كل سؤال يسأل Et il a من plaidé قبل la cause de son المحققين. peuple palestinien pendant ces 100 jours. وأخذ قرار بأن يقاطع المحاكم Et il a pris la décision de boycotter le tribunal israélien. وأن لا يكون له لجنة دفاع فقط للزيارة والإطمئنان المحامي وليس للدفاع عنه في قاعة المحكمة. وبدأت المحكمة العلنية اللي البعض حتى من فرنسا كان حاضر فيها في كل الجلسات وأرادت إسرائيل من خلالها أن تدين النضال الفلسطيني. Et l'objectif de ce tribunal, c'était de criminaliser la lutte du peuple palestinien, condamner la lutte du peuple palestinien et condamner le leadership palestinien à travers un des leaders sur le terrain. بعد ظهوره في المحكمة بمعنويات عالية بشعارات نضالية qu'il soit apparu dans son procès avec un moral fort, sa capacité à crier dans toutes les langues, en arabe, en hébreu, en anglais, pour faire passer son message politique. Après qu'il ait utilisé le même discours au sein du tribunal israélien que celui qu'il utilisait dans les centres-villes palestiniens. وهذا طبعا خلى الإسرائيليين يتراجعوا عن أن تبقى المحكمة علنية لأنهم فكروا أن يستفيدوا من هذه العلنية للمحكمة ولكن أدينوا فيها. Il n'était plus public, alors qu'au début l'objectif c'était de le rendre public pour rendre public cette condamnation de la lutte du peuple palestinien. C'est eux-mêmes qui sont revenus en arrière face à cet avocat de sa cause. نقلوا إلى محكمة مدنية حتى لا يظهر العسكري ويحاكم في قائد فلسطيني. Alors même que les accusations qu'il portait contre lui n'étaient pas de cette nature, pour qu'on évite l'image du général israélien en train de condamner un élu du peuple palestinien. Et il a obtenu cette peine qui est de 5 perpétuités plus 40 ans. Et il a été transféré immédiatement après en isolement. Plus de 1000 jours en isolement. وطبعا بعد ذلك نقل إلى قسم العزل الجماعي. Puis il a été mis dans ce qu'on appelle l'isolement collectif, qui est les prisons avec un nombre limité de prisonniers, souvent des leaders politiques qu'on veut isoler du reste des prisonniers. والفرق بين العزل الانفرادي والجماعي انه بيكون لوحده في زنزانه ولكن في الجماعي بيكون معه كمان معتقل اخر ويستطيع ان يختلط ب 80 معتقل في الجماعي. في الفردي لا يستطيع ان يختلط باي كان على مدى السنوات كلها. Une autre personne dans sa cellule et qu'ils sortent au moment où ils peuvent sortir dans la cour, il voit les autres alors qu'en isolement solitaire il est tout seul dans sa cellule et il sort seul dans la cour. الآن يقرأ كتب بشكل كبير يسمح لنا في الشهر أن ندخل كتابين. On peut lui faire rentrer 2 livres par mois. نزور 11 عائلة مع بعضنا البعض. Mais on visite 11 familles ensemble. فبدخل 22 كتاب. Donc je fais entrer 22 livres. مع كل العائلات. Chaque famille je leur donne 2 livres pour lui. طبعا ويقرأ ما يقارب 10 ساعات يوميا. C'est un très très grand lecteur, à peu près 10 heures par jour. يعمل طوال الوقت على تعبئة الأسرى من حوله وندوات سياسية لكل الفصائل لكل التنظيمات. Des conférences politiques ou des explications politiques qu'il donne aux prisonniers autour de lui. Sur la démocratie. Sur le système politique. Il a obtenu son doctorat après prison. Il a enseigné dans les universités palestiniennes avant d'être lui-même arrêté. ظروفه صعبة جدا ولكن طوال الوقت هو يحاول أن يواجه هذه الظروف بما يفيده ويفيد الأسرى de manière à être utile à la cause et aux prisonniers. مئات الكتب اللي قرأها عالمية وبكل اللغات و يعني أي كتاب يصدر في أي مكان في العالم أصدقائنا بيأمنوا لنا. Nous avons des amis qui nous envoient des livres à travers le monde qu'on lui fait parvenir pour qu'ils puissent les lire.
Non, mais moi je voudrais. Ah, pardon, madame, je vous en prie. Non, mais c'est beaucoup plus un témoignage. C'est beaucoup plus un témoignage. Vous savez que depuis un an, il y a une grande campagne pour les prisonniers qui a été lancée par l'association française France-Palestine Solidarité. Et actuellement, je crois qu'il y a plus de 2000 prisonniers qui sont parrainés. Alors moi-même, je parraine depuis un an un prisonnier qui se trouve à la prison d'Adarim. Alors, oui. Et je crois que c'est dans cette prison que se trouve Marwan, je crois, non? Voilà. Oui. Non, ce que je voulais dire, c'est que c'est extrêmement difficile. Bon, moi, j'ai mis mon adresse dans la lettre, dans les lettres, et donc ce prisonnier qui est en prison, qui a maintenant 40 ans, qui est en prison depuis 20 ans, donc emprisonné à l'âge de 20 ans, j'ai eu la chance qu'il me réponde 2 fois. Alors, je sais que c'est très difficile parce qu'ils n'ont droit qu'à 1 ou 2 lettres par mois. C'est quoi son nom? Oui, bien sûr, je peux le dire. Saïd Amimi. Il est de Nabi Saleh. Bon. Moi, je trouve que c'est extrêmement... J'essaie de lui parler. Enfin, c'est extrêmement difficile parce que je ne voudrais pas que mes écrits puissent entraîner une quelconque répercussion au niveau de son emprisonnement. Mais je n'ai pas toujours envie de parler de la pluie et du beau temps. Donc, je lui parle quand même de ce qui se passe en France, de la solidarité. Je lui ai expliqué que j'étais allée régulièrement, presque tous les ans en Palestine, mais je n'ai pas osé lui écrire que j'étais à Gaza au mois de mars, parce que je pensais que peut-être ça pouvait avoir une répercussion négative. Mais il me parle très peu de lui, et je ne sais pas grand-chose sur son emprisonnement, sur ses conditions de vie. Mais quand même, je me dis que si nous sommes très nombreuses à écrire, peut-être que ça peut déranger aussi les Israéliens. Voilà, c'est très peu de choses. Hein. Bon, et comme vous parliez tout à l'heure de l'unité du peuple palestinien, quand j'étais à Gaza au mois de mars, moi, ce qui m'a frappé, c'est que tous les Gazaouis nous parlaient de l'unité, nous disaient qu'ils voulaient cette unité, qu'elle allait se réaliser, que les leaders politiques étaient vraiment lamentables et que vraiment il fallait que ça vienne du peuple lui-même. Voilà. بس بدي احييهم على الحمله تبع مراسلات الاسرى لانها لها اثر كبير ايجابي على الاسرى. Il n'y a pas vraiment de réponse, mais je voudrais saluer l'initiative qui a un impact important sur le moral des prisonniers palestiniens. وسعيد تميمي بعرفه ولما بزور مروان مع عائلته بشوفه. Je le visite avec la famille de Saïd. Alors vous pouvez بشوفه نفس الفوج الزياره مع بعض. Alors dites-lui que vous avez rencontré la personne qui lui écrit. بالضبط. والدته طبعا عمرها 80 سنه. Sa mère a 80 ans. وهو من الناس اللي ممكن ان يفرج عنه. Nous espérons qu'il fera partie de ceux qui seront libérés dans les mois prochains. نتمنى انه يفرج عنه قبل وفاه والدته لانه اغلب الاسرى اللي افرج عنهم سواء في صفقه شريط وقد واحكام او في 104 أفرج عنهم يعني الوالد الوالدة الأهل إنه قد فقدوهم وهذا شيء طبعا الأسير لما يفرج عنه ولاقي والدته مش موجودة بشعر إنه هو مش موجود ما في شيء يربطه بقي لأنه كل من هو بعده جديد. Qui n'avait pas de famille lui-même et que sa mère est décédée par exemple, lui-même peut se sentir extrêmement perdu. يعني في بلد واحدة أفرج عن 2 في واحد والدته كانت موجودة جنبه وفي واحد منهم كانت والدته متوفية ووجدنا الفرق ما بين اللي أخذ معنويات من والدته لما لقاها عايشة والثاني اللي عايش وكأنه ضايع لا يوجد له شيء يعني يشعر بأنه رجع بس مش عارف وين رجع. C'est une situation de perte indescriptible, d'avoir perdu un de ses repères les plus importants. Moi, j'ai pas répondu comme ça, j'ai pas répondu à la question pour intervenir et après répondre. C'est pour ça que j'ai pas répondu à ce qu'il avait demandé. Je répondrai dans un cadre plus large. Je vais aussi excusez-moi, revenir sur les questions politiques. C'est-à-dire avec le processus de paix actuel,
que personne ne prend très au sérieux, puisque les Israéliens n'ont pris aucun engagement, sinon de tenir une partie de la promesse faite il y a 20 ans par rapport à la libération des prisonniers, d'un nombre réduit de prisonniers. Est-ce qu'on n'est pas, au fond, dans le dernier quart d'heure de la solution à 2 États? Est-ce que nous ne sommes pas à un moment stratégique où si ce semblant de négociation échoue, le peuple palestinien sera confronté à une question de stratégie? De la même manière qu'il a décidé en 1974 et ensuite de manière plus nette en 1988 de s'orienter sur l'idée des 2 États, est-ce qu'il n'y a pas aujourd'hui l'idée de revenir à l'idée d'un seul État démocratique? C'est une question qui visiblement se pose. Oui. Parce que quand je regarde les sondages, faits en Palestine, cette idée d'un État commun est une idée qui a aujourd'hui non pas une majorité, mais une forte minorité de Palestiniens qui la défendent. 30-35%, c'est beaucoup. Est-ce qu'il n'y a pas là quelque chose que nous n'avons pas, nous, en France, à régler à votre place, c'est votre affaire, mais quelque chose qui est une vraie question stratégique? Oui, puisque tu vas prendre la parole, je voudrais rajouter 2 choses. La première, et puis Géraud est là, on avait discuté beaucoup de la Cour pénale internationale. Et Géraud, ici présent, avait fait une note extrêmement précise qu'on m'avait donnée ici sur la possibilité de saisir la CPI. Or, depuis qu'il y a eu le vote du 29 novembre 2012, cette saisine est juridiquement envisageable. C'est ma première question pour insérer dans ton... Voilà. Et c'est tout de même, sinon une possibilité juridique, c'est au moins peut-être un moyen de pression, puisque dans une négociation, s'il n'y a pas moyen de pression, les chances d'avancer sont quand même assez faibles. Puis, ma deuxième question, elle est très particulière. J'ai travaillé ces derniers temps sur un sujet très spécifique, qui est la question des assassinats ciblés que pratiquent les États-Unis, que la France a pratiqué en Algérie, que les Israéliens ont pratiqué en Palestine. Et le nombre, l'intensité de ces assassinats ciblés a considérablement augmenté entre 2002 et 2006-2007, c'est-à-dire pendant la seconde intifada. Et j'entends rarement parler des Palestiniens de cette question, qui a fait que quand même des centaines de cadres pendant cette courte période ont été assassinés sous le prétexte invérifiable évidemment, et même s'il était vérifiable, ça ne changeait rien, ils étaient des terroristes. Et quelque part, ça pose des questions majeures qui sont peut-être aussi importantes que celles des prisonniers. Voilà. Que des questions simples. Pourquoi tu allais dire comme ça? Je vais essayer de parler librement, même s'il y a une caméra vidéo qui filme. On peut la rester. Mais du coup, je dis que je parle en mon nom personnel pour pouvoir répondre aux questions de manière un peu plus élaborée, pour vous donner la position officielle que vous connaissez déjà par cœur. Nous sommes face à une période historique, comme tu le dis, et cette période historique, j'aime bien la résumer de la manière suivante. Est-ce que la deuxième intifada a été une parenthèse qu'on a refermée en 2006 pour revenir à Oslo? Ou est-ce qu'Oslo était une parenthèse que nous aurions dû refermer avec la deuxième intifada et que nous allons refermer dans quelques mois si... Elle veut vérifier ce que je raconte, elle a bien raison. Donc, est-ce que la deuxième intifada a été une parenthèse que nous avons refermée en 2005-2006
Ou est-ce qu'Oslo était une parenthèse que nous aurions peut-être dû refermer en 99, peut-être dû refermer en 2000, et peut-être qu'on aura à la refermer à la fin de ce dernier cycle de négociations en cours. Tout ceci pour dire que ça a pris beaucoup de temps pour que le leadership palestinien choisisse la solution de 2 États. Ça n'est pas le choix des Palestiniens. La solution des 2 États, j'affirme, n'est pas le choix ni du peuple, ni du leadership palestinien. Je m'explique. Notre choix, c'est la libération nationale. Nous avons décidé de limiter cette libération nationale du fait des circonstances avoisinantes. Le plan des 2 États est un plan international. Ça n'est pas le plan palestinien. Et donc, il revient à la communauté internationale, pas à nous, de défendre ce projet. Notre rôle à nous, c'est de défendre les droits de notre peuple. Les droits de ce peuple palestinien peuvent s'opérer dans un État, dans 2 États, dans différentes configurations. Nous pouvons choisir l'une ou l'autre selon les circonstances historiques. Mais nous retrouver dans une situation où nous allons supplier Israël d'accepter la solution de 2 États, qui est déjà porteuse d'un nombre de compromis incroyables, et quand même de l'ordre de l'absurde politique. Et donc il revient à la communauté internationale de nous dire, une fois que les Palestiniens ont donné leur accord à ce projet, s'ils sont capables d'amener Israël, elle aussi, à accepter ce projet. Et cela veut dire mettre fin à son occupation, accepter l'État palestinien, reconnaître les droits des réfugiés palestiniens. C'est cela le paquet historique qui a été défendu pendant 30 ans par les Européens depuis la déclaration de Venise. Qu'est-ce que les Européens sont prêts à faire pour sauver cette solution des 2 États? Pas qu'est-ce que les Palestiniens sont prêts à faire. Le deuxième élément, c'est que nous avons accepté dans les accords d'Oslo l'idée qu'il y avait là un problème de bon voisinage entre 2 partenaires de paix à pied d'égalité qui devaient chacun faire des compromis, donner des gages de bonne volonté, avancer pour le départ en construisant la confiance, puis qu'on réglerait tout le reste plus tard. Nous ne sommes pas sur un pied d'égalité avec les Israéliens et nous ne sommes pas, c'est clair, au même niveau des responsabilités. La puissance occupante et le peuple occupé ne peuvent pas être mis à un pied d'égalité. L'ambiguïté constructive d'Oslo a été une ambiguïté destructive du processus de paix et donc le premier paramètre pour savoir si nous sommes sérieux, c'est de mettre fin à l'ambiguïté. Est-ce qu'en relançant les négociations aujourd'hui, j'ai été viré ou pas encore? En mettant, est-ce qu'on a réussi à mettre fin à cette ambiguïté en relançant les négociations actuelles? Vous avez chaque jour un ministre israélien qui s'exprime contre la perspective d'un État palestinien, si ce n'est pas contre l'existence du peuple palestinien. Chaque jour des plans de colonisation nouvelles. Et nous sommes plus loin que nous l'étions il y a 20 ans. Je donne un exemple toujours, Jérusalem. Il y a 20 ans, Israël dit « je négocie sur Jérusalem ». Dans 5 ans, c'est vrai, mais je négocie quand même. Elle accepte le fait que les institutions palestiniennes opèrent à Jérusalem de manière officielle, de la Maison d'Orient à la Chambre de commerce, au Centre culturel. Nous avions une dizaine d'institutions opérant à Jérusalem avec l'accord explicite des Israéliens. Elle accepte en 1996 que nous organisions des élections à Jérusalem-Est, reconnaissant par là même que Jérusalem-Est et le peuple palestinien à Jérusalem-Est devraient passer sous la souveraineté de l'État palestinien une fois qu'il serait là. On dit souvent qu'Israël n'a pas accepté la solution des 2 États avec Oslo, mais excusez-moi, quand on dit qu'on va négocier les frontières, d'habitude c'est qu'on vous parlait d'un État de l'autre côté. Devoir repasser par tout cela, 15 ans plus tard, 20 ans plus tard, est incroyable. Devoir discuter aujourd'hui avec les Israéliens, est-ce qu'on va parler de Jérusalem ou on ne va pas en parler? Est-ce que c'est les frontières de 67 ou d'autres frontières qui servent de base? Dans Oslo, il n'y a pas les frontières de 67, il y a la résolution onusienne 242 et 338, ça veut quand même dire les frontières de 67. Donc, soit nous passons vraiment, nous faisons un bond en avant qui va au-delà d'Oslo pour s'adresser, pour parler des questions centrales qu'on a évitées à l'époque, soit ça ne sert à rien de se relancer dans un nouveau cycle de négociation. Soit Israël nous dit, je suis là, je vais mettre fin à mon occupation, c'est mon engagement du territoire que j'ai occupé en 67, soit ça ne sert à rien de négocier. Il n'y a pas de base pour que les négociations puissent s'opérer. Cependant, la décision du leadership palestinien est parfaitement logique et parfaitement raisonnable. Quand vous êtes sorti d'une deuxième intifada qui a été extrêmement coûteuse, la dernière chose que vous voulez, c'est de revenir à une intifada, surtout que vous n'êtes pas certain qu'elle a amené les résultats qu'on voulait. Ce leadership est engagé dans l'idée que seules les négociations peuvent aboutir à quelque chose. Tout le reste permet de soutenir vos démarches dans les négociations. Tout le reste est subsidiaire
par rapport à la démarche centrale qui est celle des négociations, y compris l'ONU. Y compris le fait d'être allé devant l'ONU, ça devait renforcer notre positionnement au sein des négociations. Je pense que ce leadership nous a acheté pas mal d'années pour nous réorganiser, pour repenser notre stratégie politique, pour faire émerger une génération de professionnels, pour reconstruire notre diplomatie qui était à bout de force au bout de la deuxième intifada. Et je pense que ce sont des bonnes choses. Au même moment, il n'est pas possible de construire l'unité des Palestiniens et il n'est pas possible de construire une nouvelle stratégie politique si nous devons être emmêlés dans des problèmes internes, externes, permanents. Et donc, cela demande de donner l'avantage, la priorité à la construction d'une vision politique. Ça, c'est ma position personnelle. Quelle serait cette vision politique? Cette vision politique serait de dire que ce conflit étant un conflit d'occupation, notre objectif étant la libération. Nous sommes en affrontement permanent avec la colonisation et l'occupation israélienne. Il n'y a pas de honte à être en affrontement avec l'occupation israélienne. Cet affrontement, nous devons le réfléchir à l'aune des expériences passées. Ce n'est pas une honte d'être raisonnable dans la lutte que nous menons. De dire que peut-être que la lutte militaire n'était pas la bonne voie, qu'elle n'a pas donné les résultats escomptés. Mais est-ce que nous sommes capables de mettre demain 1 million de personnes dans la rue pour défendre les droits du peuple palestinien? Est-ce que nous sommes capables de redéfinir le cadre de résolution du conflit dans un cadre multilatéral au lieu d'être dans un cadre bilatéral? Est-ce que nous sommes capables de faire jouer tous les instruments nouveaux qui sont désormais à notre disposition après le vote à l'ONU? Je pense que le principal objectif qui doit être le nôtre, c'est celui de refaire émerger et un espoir palestinien et une génération de leaders palestiniens. Pour la perspective d'un conflit qui se révèle plus long que prévu. Mais je pense que donner une chance aux négociations peut nous aider à faire cela. Parce qu'il y a un grand risque, c'est d'être blâmé pour l'échec des négociations. Et je pense que Mahmoud Abbas est le mieux placé pour nous faire éviter ce risque. Parce que Mahmoud Abbas a été l'homme des négociations, l'architecte des accords d'Oslo, l'homme qui a cru en cette option, l'homme qui a tout donné pour que cette option réussisse. Nous devons œuvrer ensemble, si jamais ces négociations échouaient, pour que le blâme n'aille pas sur la partie palestinienne. C'est ce que nous avons loupé à Camp David. Ça a été notre erreur monumentale, dont nous avons payé le prix. Sinon, la deuxième intifada aurait été autre chose que ce qu'elle a été. Pour que la lutte, si elle devait reprendre d'une nouvelle forme, puisse avoir plus de chances d'aboutir que la dernière fois, parce qu'on ne peut pas se permettre de sacrifier des générations de Palestiniens. Il y a certains qui viennent, qui nous donnent des leçons, il faudrait que vous fassiez, il faudrait que vous fassiez. Bon, c'est quand même le sang palestinien qui va couler, donc soyez plus raisonnables. Permettez-nous d'être un peu plus hésitants que vous, parfois. On va en payer le prix. Il n'y a pas de honte à dire cela. On ne sacrifie pas des générations de Palestiniens comme ça, au pêle-mêle, ce n'est pas un problème. On est prêt à faire des sacrifices du moment où cela a un sens. La sécurité israélienne, qui n'est plus un argument sérieux sur la table, puisqu'elle est désormais assurée pleinement avec notre coopération. Je ne sais pas quelles ont été les retombées pour les Palestiniens. J'ai du mal à percevoir comment on peut expliquer qu'il y ait des incursions et des arrestations israéliennes, comment il peut y avoir 5000 prisonniers palestiniens dans 500 membres de nos services de sécurité, 500 membres de nos services de sécurité dans les prisons israéliennes, au moment où il n'y a eu aucun mort israélien d'attaque de la Cisjordanie en 2012. Et donc nous devons obtenir le prix de cet engagement. C'est-à-dire que si cela devait continuer, cela devrait avoir un prix extrêmement lourd pour la partie israélienne en termes politiques, sur des engagements qui devraient être les leurs. Désormais, plus rien n'est gratuit. Désormais, si vous voulez obtenir quelque chose de nous, nous devons obtenir quelque chose de vous. Il y a une mentalité qui doit être redressée dans le rapport qui est fait entre nous et les Israéliens. Si vous voulez des gages de notre côté, il faut obtenir des gages de la partie israélienne. Pourquoi la communauté internationale était prête à prendre des mesures contre le gouvernement palestinien d'unité nationale et serait incapable même d'envisager des mesures contre la partie israélienne? Et donc il va falloir être extrêmement audacieux dans la période à venir, mais je vous dis, considérez ce cycle de négociation comme une opportunité pour faire de nouveaux choix ensuite, plutôt que comme un problème ou que comme une nouvelle perte de temps. C'est quelque chose qui était peut-être incontournable, c'était pas peut-être l'option préférée de beaucoup d'entre nous, mais c'est peut-être un moyen d'aller vers autre chose ensuite. Permettez-moi de dire sur la question des prisonniers que je crois que c'est celle qui a le pouvoir de transformation le plus important. D'abord en raison de qui sont les prisonniers. Quand vous parlez de Marwan Barghouti, on ne parle pas d'un individu lambda, on parle d'un homme dont l'influence politique est majeure dans la rue palestinienne, pour ne pas dire sa dimension régionale, pour ne pas parler de sa dimension internationale. Donc on
parle d'autres leaders des différents partis politiques qui ont œuvré pour l'unité à l'intérieur des prisons, quand on parle de 5000 prisonniers palestiniens. Elle est aussi centrale parce qu'elle permet de changer le point de vue sur le conflit israélo-palestinien, puisque si c'est une question de sécurité des Israéliens, il est normal que les prisonniers soient en prison. Il est normal que vous n'en parliez pas et que vous n'exprimiez pas votre solidarité avec eux, puisqu'ils ont menacé la sécurité sacro-sainte d'Israël. Si on considère que c'est une puissance occupante, et donc elle est en train de recourir à des violations de droit international, qu'elle est en train d'emprisonner un peuple dont la lutte est légitime, si nous sommes capables de dire que Marwan c'est Mandela et que nos prisonniers sont les prisonniers de l'anti-apartheid, si nous pouvons dire que les prisonniers palestiniens ce sont les prisonniers contre le pouvoir colonisateur, comme on l'a connu dans l'histoire européenne, si nous sommes capables de dire que notre lutte pour la liberté c'est la même que celle de l'Amérique latine contre la dictature, jusqu'à celle de l'Inde contre le pouvoir colonial, jusqu'au mouvement des droits civiques aux États-Unis, c'est qu'on ne peut que soutenir les Palestiniens. C'est une lutte pour la libération. Quel est le meilleur moyen de parler de libération? Parler de celle des prisonniers d'abord, parler de celle du peuple ensuite. Donc le pouvoir transformateur de cette question capitale. Troisièmement, parce que ça a été le péché originel d'Oslo. Oslo est basé sur la bonne foi. Sur les prisonniers, on en libère 5000 et on verra pour les autres 7000. Ils seront libérés comme le veut Israël. On a accepté qu'elles disent qu'il y a des critères. Est-ce qu'ils ont du sang sur les mains? Est-ce qu'il y a d'autres critères qui n'étaient pas formulés comme ça? Mais pour des séries de convictions. Donc il faut rectifier cette erreur historique à travers la question qui est la plus épineuse, qui est celle des prisonniers. Ça a été fait dans l'échange, ça a été fait dans les libérations des prisonniers pré-Oslo, que je considère comme historique pour la partie palestinienne, si on construit à partir de là une véritable stratégie pour la libération de nos prisonniers. Permettez-moi enfin de dire que le discours que nous devrions tenir en ce moment, c'est qu'il y a un plan A. Le plan A du monde entier, c'est les négociations. Tout le monde s'est venu nous dire qu'il fallait absolument revenir aux négociations. Et on disait aux gens, mais dans quels critères, quelles conditions? Dites oui. Quoi que dise Kerry, quoi que dise... Dites oui. C'est pour ça que je dis, ne venez pas blâmer les Palestiniens. Quand vous avez le monde entier qui vous dit qu'il faut revenir aux négociations, vous y revenez. Mais ce plan A ne peut fonctionner que s'il y a un plan B. Le plan B a l'avantage que si le plan A échoue, on sait où on va. Ça peut être que la communauté internationale se ressaisit du dossier. Ça peut être que nous serions soutenus dans des reconnaissances bilatérales de l'État de Palestine sur les frontières de 1967. Ça peut être d'accentuer la pression sur la colonisation et les colons israéliens à travers des démarches et des mesures de sanctions à leur égard. On n'en est pas là. Les guidelines sont le premier pas qui est de ne pas prêter aide ou assistance à la colonisation. On n'est pas du tout à l'étape des sanctions à l'égard de la colonisation, des colons et de l'État israélien responsable de cette colonisation. Ça pourrait être que nous puissions aller ensemble devant les cercles internationaux, y compris avoir un soutien pour aller devant les juridictions internationales, dont la CPI. Ce plan B aurait deux avantages. Si le plan A échoue, on a un plan B. Et surtout, il pourrait inciter Israël à faire marcher le plan A. Donner enfin une motivation à la partie israélienne de dire « je vais négocier parce que c'est mieux que l'alternative ». Pour l'instant, l'alternative, c'est de perdre du temps et de gagner du terrain. Tant qu'Israël peut perdre du temps et gagner du terrain, elle continuera à perdre du temps et gagner du terrain. Quand elle sera obligée de se dire que si la perte de temps, c'est une perte de terrain pour elle, sur le plan international et sur le plan réel du sol, qui est celui de la résistance pacifique, à ce moment-là, elle devra revoir ses calculs. Enfin, permettez-moi de dire juste, parce que c'est une période où il y a beaucoup de gens désabusés, frustrés, inquiets, un manque de souffle, le contexte régional est très évolutif, le nôtre est extrêmement stable, jamais la Palestine n'a été aussi stable, on va avoir un prix dans la région bientôt. Il faut dire, ne sous-estimez pas les dynamiques brutales qu'a connues et dont a été capable le peuple palestinien. Il y a 2 ans, à l'ONU, nous sommes revenus au sommet des priorités en quelques mois. Et je dois ici dire que l'engagement de nos amis à travers le monde a été capital, comme l'engagement de notre diplomatie, et je voudrais saluer ici la mémoire de Mahmoud Hamshari et des autres martyrs de la diplomatie palestinienne. Grâce à eux, aujourd'hui, je viens m'exprimer, venant du ministère des Affaires étrangères, représentant officiel, sans avoir peur ni pour ma vie, ni qu'on m'arrête à la sortie. Et ça n'est pas rien d'avoir réussi cela. Et comme nous avons réussi à poser cela internationalement, nous finirons par réussir à l'imposer sur le terrain, dans une stratégie capable d'allier la résistance sur le terrain, la diplomatie capable d'être plus active, impliquant l'ensemble des acteurs qui peuvent nous aider, plus internationale, moins américaine, plus internationale, moins américaine, capable d'utiliser tous les ressorts que nous avons créés en 60 ans de lutte,
Et je pense que cela peut arriver très vite. 5 ans avant la fin de l'apartheid, je pense que personne n'y pensait. 3 jours avant la marche de Washington, on disait à Martin Luther King, tu vas voir, 500 000 noirs dans la rue avec les blancs, tu penses que ça va finir comment? Ils vont casser les magasins, ils vont faire peur aux blancs et ça va se retourner contre vous. C'est ce que Kennedy a dit à Martin Luther King 3 jours avant. Et donc on a raison d'avoir peur d'une résistance pacifique qui pourrait, à cause de l'attitude israélienne, déraper. Mais à un moment, il faut faire confiance à soi-même, il faut faire confiance à son peuple, il faut faire confiance à son destin. Et le destin des Palestiniens, c'est d'être libres. Moi, je voudrais... Je sais que c'est peut-être une question bateau, mais je voudrais quand même quid du Hamas, Majed, dans tout ce que tu viens de nous dire. J'ajoute, parce que la question n'est pas assez difficile, j'ajoute à la question, mais tu nous parles... Je l'ai fait très simple. Hein. De toute évidence, les événements qui se sont produits en Égypte, qui ne sont pas l'objet de notre discussion aujourd'hui, ont quand même une signification très lourde pour le Hamas. J'ajoute ça à la question posée, mais c'est ce parce que qu'il je me pensais, semble aussi d'ailleurs pour la population gazaouite, parce que la fermeture des tunnels, les mesures de bouclage, c'est vraiment maintenant un blocus israélo-égyptien dont le peuple de Gaza est victime. Donc oui, j'ajoute ça à la question. Sur le Hamas, peut-être qu'il est utile de rappeler que notre stratégie doit d'abord viser les intérêts du peuple palestinien. Chacune des factions palestiniennes, ça doit être cela sa préoccupation. Et à un moment, confondre vos propres intérêts de parti, de mouvement, faisant partie d'un mouvement international, avec ce que seraient les intérêts du peuple palestinien, ce n'est pas toujours la bonne idée. Et dans le cas du Hamas, je pense qu'ils auraient plus de raisons que jamais de repenser leur attitude vis-à-vis de l'unité du peuple palestinien. Je pense que le coup d'État, et je dis coup d'État parce que vous pouvez être élu, ça ne vous donne pas le droit de vous approprier tous les ressorts du pouvoir. C'est pas parce que l'UMP a gagné aux élections que demain elle va former sa propre milice et se balader dans les rues, vous ne seriez pas très content qu'elle va nommer 100 000 fonctionnaires nouveaux ou 40 000 dans le cas du Hamas. Comme on a eu tort de boycotter le gouvernement, parce que c'était le gouvernement de l'autorité palestinienne, que le Hamas le compose est une chose, ça reste le gouvernement. On ne leur a même pas donné la chance de voir qu'est-ce qu'ils allaient faire. Je pense qu'ils s'orientaient vers des compromis qui auraient été importants pour la Palestine. Comme on n'a pas donné la chance au gouvernement d'unité nationale, le Hamas a eu tort de résoudre cela à travers un coup d'État. Le Hamas considère que son contrôle de la bande de Gaza est sa seule carte de survie. Nous leur disons, la carte de survie de tout mouvement palestinien, c'est le soutien de la rue palestinienne. Pourquoi ne voulez-vous pas aller aux élections? Parce que vous doutez du soutien du peuple palestinien. Sinon, vous y serez allés, avant nous. Vous doutez du soutien du peuple palestinien parce que votre attitude vous avez fait perdre la popularité dont vous aviez bénéficié en 2006. Et pour être tout à fait honnête, toutes les factions palestiniennes ont perdu en popularité ces dernières années. Et toutes doivent revoir leur stratégie politique à l'aune de ces développements qui font que le peuple palestinien cherche une raison d'espérer, une raison de croire que ces mouvements sont capables de l'amener vers la libération nationale. C'est de la question de la représentation politique des Palestiniens dont il s'agit. La survie de la représentation politique qui est une de nos plus grandes œuvres. Quand on a créé l'OLP, ça nous a protégés de l'ensemble des complots contre la Palestine. Ça nous a permis d'avoir une voix, un représentant. Avoir nous-mêmes miné ce projet qui a coûté tellement cher est quelque chose de catastrophique. Donc les développements en Égypte ont fermé la porte à un regard qui est porté sur le fait qu'on sera plus fort grâce à la région, pour que nous nous posions la question comment être plus fort en raison de notre base nationale et du peuple palestinien. Celui aujourd'hui qui souffre dans les camps de réfugiés en Syrie, celui qui souffre au Liban, celui qui souffre en 1948 dans le territoire israélien et qui est visé par des expulsions au Naqab, celui qui souffre dans la bande de Gaza et en Cisjordanie. Retrouver une unité de destin du peuple palestinien, une unité de lutte, mobiliser ce peuple, doit être notre préoccupation première. À ce moment-là, l'unité est possible demain, les élections sont possibles demain. Et nous ne pouvons pas continuer à reculer l'échéance de passer devant le peuple palestinien pour savoir ce qu'il pense.
Je suis préoccupé par le fait que je sens ce souffle de volonté d'unification plus fort à Gaza. Oui, c'est ce que j'ai senti. Et je pense que il y a des raisons qui expliquent cela, y compris l'attitude du Hamas, qui est plus dure encore que tout ce qu'on aurait pu imaginer dans notre histoire contemporaine à l'égard du pluralisme palestinien. Mais nous devons avoir ce souffle porté par le peuple pour réorienter la boussole dans la bonne direction. Je crois que c'est possible. Si demain le Hamas dit « je suis prêt à des élections », ils nous mettent nous dans l'embarras. Qu'ils le fassent, qu'ils arrêtent de dire « il y a telle ou telle raison ». Dites-le. Mais ils doivent prendre des mesures d'urgence pour montrer qu'ils sont bien le mouvement national palestinien qu'on a connu et qui, pendant la deuxième intifada, a payé un prix très lourd pour défendre les droits du peuple palestinien et qui, dans la première intifada, a payé un prix très lourd pour la défense du droit du peuple palestinien. Ces hommes et ces femmes se sont tenus côte à côte pour défendre les droits du peuple palestinien. C'est pas normal qu'ils soient arrivés à se tirer dessus. Et je pense que les prisonniers du Hamas qui ont été libérés et ceux qui sont encore en prison, eux n'ont pas perdu la boussole nationale et j'espère qu'ils pourront peser sur les orientations du parti à l'avenir. Merci beaucoup, c'est très agréable de vous écouter. J'ai une question, vous avez mentionné les opportunités après le vote à l'ONU. En fait, je veux revenir à ce fameux vote. J'aimerais bien savoir qu'est-ce que ça a changé chez vous. Alors bon, on voit le ministre, etc. Mais est-ce que ça, d'une manière, du point de vue institutionnel, qu'est-ce que ça a changé? Et effectivement, est-ce que vous envisagez, bon, il y a la traité de la CPI, mais il y a d'autres traités de droits de l'homme, etc. Et est-ce qu'il y a une certaine réflexion d'aller ratifier des traités, par exemple le droit de l'homme, traité international? Pourquoi je demande ça? Parce que j'ai vu l'autre jour, j'étais sur le site de Haut Commissariat des droits de l'homme à l'ONU et je pense qu'il y a déjà une entrée palestine. Maintenant, je ne sais pas s'il y avait avant ou c'est nouveau, je ne suis pas trop de près. Mais voilà, alors je voulais savoir c'est quoi exactement ces opportunités-là, peut-être plutôt au niveau du droit international, ça m'intéresse. Merci. Je vais être très prudent, surtout en présence du grand professeur Géraud de la Pradelle. Je marche sur des œufs dans ce que je peux dire. D'abord pour dire ce que ça ne change pas, parce que parfois on s'enflamme. Les conventions de Genève étaient applicables avant, sont applicables après. Et la Cour de justice internationale... Non, je ne parle pas de l'occupation israélienne, je parle plutôt de vous comme État. De vous comme État, voilà. Vous avez parlé de ratifier les conventions. Ouais. Certains de nos leaders ont dit ça change parce que les conventions de Genève deviennent applicables. Elles étaient déjà applicables avant. Non, c'est pas bien sûr, parce qu'ils l'ont dit. Laissez-moi aller au bout, j'irai. Oui. Sinon, on peut s'amuser à faire ça va être les conventions de Genève étaient applicables avant, et la Cour de justice internationale, à travers un raisonnement juridique très bizarre sur la Jordanie et Israël, a conclu qu'ils étaient tout à fait applicables sur le territoire occupé. Donc ça ne change rien. Pour ce qui est de la CPI, ça change, puisque le procureur général, avant de quitter son poste, avait dit tant que ça n'est pas un État, même si, franchement, juridiquement, il y avait moyen de plaider autre chose, je pense que politiquement, c'était plus prudent de mettre ça sur le dos de l'Assemblée générale plutôt que sur le sien, surtout qu'il quittait son poste à l'époque. Nous sommes prêts à ratifier toute une série de conventions. Nous sommes prêts techniquement, pour rejoindre toute une série d'agences internationales. Et cela peut porter une signification importante dans quelque chose que les leaders palestiniens détestent comme terminologie, je vais quand même l'utiliser parce que moi je l'aime bien, l'isolement, pas d'Israël, puisqu'il faut être prudent en diplomate, de l'occupation israélienne. L'isolement international de l'occupation israélienne. Et l'idée est la suivante. Vous ne pouvez pas dire on va s'attaquer aux colonies et oublier qu'il y a un État responsable de la colonisation. Dissocier Israël de l'acte. Ce qu'essayent de faire les guidelines, qui sont très bien, c'est un pas en avant, c'est un progrès. Mais toute l'idée, c'est de dire on va aller viser l'acte le plus loin, on ne va pas financer les colonies. Heureusement, c'est bien, ça vous a pris du temps, mais c'était important. Moi, je dis plus loin. Si Israël colonise, est-ce qu'on peut conclure des accords avec Israël? C'est ça la vraie question. Est-ce que l'Europe peut conclure des accords avec un pays qui est responsable? Et donc, ça, c'est des instruments qui vous permettent de faire rejaillir la violation sur l'État responsable de la violation. Deuxième aspect très important, c'est la responsabilité des États tiers. La communauté internationale a des responsabilités, la Cour internationale de justice l'avait rappelé. Est-ce qu'elle est en train de les remplir?
Là encore, les guidelines, ça aurait pu être le résultat d'une pression pour que l'Union européenne démontre qu'elle n'a pas prêté aide ou assistance à une violation du droit. Et on peut aller beaucoup plus loin avec cette pression. Pour nous, institutionnellement, ça nous permet de mettre État de Palestine sur les feuilles, ce qui n'est pas rien moralement pour nous, c'est très important. Ça nous permet d'avoir État de Palestine dans un certain nombre de cercles internationaux, y compris des cercles où Israël est représenté. Donc c'est une souffrance morale et psychologique. Je crois qu'Israël pourra s'en plaindre auprès des autorités internationales. Et ça vous met en certaine égalité. Ça a une valeur symbolique énorme. C'est comme lever votre drapeau sur une ambassade, ce qui n'était pas possible. Maintenant, vous voulez passer de l'acte symbolique à la pression concrète. Et ça, c'est quelque chose que nous ne ferons pas dans les 6 à 9 mois qui viennent. Parce que nous sommes engagés à ne pas le faire pour obtenir la libération des prisonniers de pré-Oslo. C'est-à-dire que nous avons accepté de mettre pause sur un certain nombre d'actes légaux auxquels nous avions droit, alors qu'Israël refuse de mettre pause sur des actes illégaux que sont la colonisation israélienne, pour obtenir quelque chose que nous avions obtenu en 1999 dans un accord de Sharm el-Sheikh, qui est la libération des prisonniers pré-Oslo. Je vous dis qu'on est dans une situation absurde. Mais elle est absurde, non en raison de l'attitude palestinienne, mais en raison de l'attitude internationale. Nous sommes abandonnés à notre sort. Donc nous faisons des compromis que vous trouvez terribles, que moi je trouve terribles. Mais parce que si c'est ça ou rien. Parce que moi, quand le négociateur palestinien arrive devant le négociateur israélien, il n'a rien à faire peser. Il ne peut pas lui dire si tu n'acceptes pas, tu vas voir. L'Israélien peut me dire 4 ans, ne négocie pas, j'ai doublé la colonisation. Ne négocie pas, je tue des Palestiniens. Ne négocie pas, j'arrête tes leaders. La deuxième intifada nous a coûté le Cheikh Yassine du Hamas, Rantisi, les plus hauts leaders politiques palestiniens, Abu Ali Mustafa du Front Populaire, le secrétaire général de la plus importante faction de gauche, et nous a coûté la vie de Yasser Arafat. Nous avons offert tous nos leaders politiques pendant cette deuxième intifada. Quel a été le résultat? Quel a été le prix payé par les leaders israéliens? Aujourd'hui, quand il y a des prisonniers palestiniens, qui parle des colons et des agressions des colons israéliens? Qui dit qu'on va juger les généraux israéliens ou les colons israéliens? Personne. Alors quand à l'international on dit mais vous comprenez, ces prisonniers ont fait ou n'ont pas fait, ils sont morts. C'est un mouvement de libération nationale. Vous voulez qu'on aille devant les juridictions internationales juger les Palestiniens et les Israéliens? Nous on a l'audace de le dire, c'est les Israéliens qui ne veulent pas. C'est qu'ils ont beaucoup plus de raisons de s'inquiéter que nous. Et je dis, notre attitude doit changer. Je le pense, honnêtement. Parce que si on veut que l'attitude internationale change, il faut quand même que nous prenions un certain nombre de risques. Il faut que l'attitude internationale change. Si la nôtre change sans que l'attitude internationale change, on paiera le prix et on perdra. Donc toute la question, c'est de créer cette dynamique qui fait que notre attitude change, l'attitude internationale change. Ou l'inverse, l'attitude internationale change, la nôtre change, pour que l'attitude d'Israël change. C'était Shamir qui était au pouvoir quand les Américains ont menacé de sanctions le gouvernement israélien. Menacé de sanctions et pris des mesures concrètes. Shamir est tombé aux élections. Un gouvernement de gauche a été élu. Il a signé les accords d'Oslo. C'est la pression internationale qui a amené Israël à accepter d'aller dans le processus d'Oslo. C'est l'absence de pression sur Israël qui a amené la droite et l'extrême droite au pouvoir. L'idée que moins de pression permettront d'amener le camp de la paix au pouvoir, en Israël, au bout de 10 ans, je pense qu'il est temps de faire le bilan, comme au bout de 20 ans, il est temps de faire le bilan d'Oslo. Donc il y a une lâcheté internationale qui nous oblige, nous, à aller dans l'absurde politique. Il faut que nous sortions de l'absurde politique, il faut que le monde sorte de sa lâcheté. On a encore le temps d'une question. Madame, vous en plaît. Monsieur, j'ai beaucoup de voix, excusez-moi. Je voulais vous demander quel était l'objet de la venue de Mahmoud Abbas il y a quelques jours à Paris. Et qu'est-ce qu'il a pu obtenir? Qu'est-ce qu'il a pu obtenir? Mahmoud Abbas. Je vais esquiver la question comme le ferait un bon diplomate, mais je vais vous le dire comme le fait un mauvais diplomate. Je vais parler du rôle de la France. La France a été capitale dans l'adoption de la déclaration de Venise pour que les Européens s'engagent sur l'État palestinien, la représentation des Palestiniens dès 1980, contre la colonisation, etc. En 1982, elle a été un des premiers pays européens, si ce n'est le premier, à accueillir Yasser Arafat et dire qu'elle était en faveur des droits du peuple palestinien. Mitterrand est allé à la Knesset plaider en faveur d'un processus de paix, de négociation dès 82-83.
La France, dans les années 90, a soutenu complètement les accords d'Oslo, a soutenu la représentation légitime du peuple palestinien, même pendant la deuxième intifada, quand Yasser Arafat était encerclé. Villepin et puis Barnier ont été envoyés pour dire que la position de la France c'est de refuser l'exclusion du président élu du peuple palestinien. C'est là où tout a commencé. Quand le président du peuple élu du peuple palestinien peut être encerclé, puis assassiné, c'est ma thèse, je peux me tromper, a été assassiné, vous pouvez penser que c'est très facile de rejeter le résultat des élections de 2006 ou d'arrêter un parlementaire palestinien, Marwan Barzoum. La France s'est opposée à cela. Et la France a été au rendez-vous au moment de l'ONU. Je pense que l'ambiance populaire et l'engagement de certains ont beaucoup aidé. Mais il faut reconnaître à la France qu'en venant voter pour nous à l'ONU, elle a amené avec elle toute une série de pays européens. Et la France, sur les guidelines, jusqu'à maintenant, tient bon. Et c'est très important. Est-ce qu'on peut aller de là, de ces moments historiques où on a été accompagnés ces dernières années, à la vision politique de la France qu'on a connue dans les années 80? C'est ça la véritable question. Est-ce que la France peut aujourd'hui, au lieu de s'engager là et là et là pour la Palestine, par l'argent, par le soutien politique, par le soutien à la représentation, aller s'engager dans une vision politique? Comment on va permettre à la solution de deux États que nous avons portée pendant 30 ans de devenir une réalité? Cela nécessite une série de mesures. La reconnaissance de l'État de Palestine par la France. Pourquoi pas le premier pays à le faire en Europe? Sur les frontières de 67. Les colons n'auront plus le droit de rentrer en Europe. Pas les colons qui ont fait des actes d'agression. Tous les colons sont illégaux. Les colons n'auront plus le droit de rentrer en Europe. On leur interdit l'entrée du territoire européen. On va prendre des mesures contre la colonisation. On interdit l'entrée des produits des colonies. Tous les produits des colonies. Pas on met un label pour vous dire à vous, consommateurs, débrouillez-vous avec ça. Il y a un acte illégal. Est-ce qu'on est capable de voir un jour la France dire il n'y aura pas de nouvel accord avec Israël tant qu'Israël viole le droit international? Qu'elle décide. Je n'en suis pas à demander à envoyer des troupes comme au Mali ou en Syrie. Mais voilà, est-ce que la France peut prendre le leadership d'une vision politique? C'est à nous de lui demander aussi. La France a exprimé son souhait de jouer un rôle. Nous espérons qu'elle jouera un rôle qui n'est pas un rôle de médiation, qui est un rôle de soutien à l'application du droit international. Seul ce rôle-là peut changer l'histoire de cette région et à travers le changement de l'histoire de cette région, changer l'histoire du monde.